RCJ Midi, Rudy Saada. Soyez les bienvenus dans cette version un peu particulière de RCJ Midi, tous les 15 jours en alternance avec l'Air du temps de Marc Wielinski. Nous allons revenir en profondeur sur l'actualité israélienne, une actualité dense et compliquée. Et pour m'accompagner en direct de Jérusalem, j'aurai le plaisir d'être en compagnie d'Emmanuel Ada. Et dans un premier temps, nous reviendrons sur le fil de la semaine et puis viendra notre dossier. Israël est-il le grand perdant du retour diplomatique de l'Iran au Moyen-Orient? On en parlera avec le chercheur David Rigoulet-Rose. Et puis plus léger, en fin d'émission, on plongera dans la vie culturelle israélienne, une vie culturelle aux forts accents français, Lou Cohen. Et on parlera du festival du cinéma français qui a commencé le 15 mars en Israël. Et puis Églantine Delalleux nous parlera d'une innovation israélienne, le fameux ARN messager qui pourrait notamment éradiquer la peste. On terminera cette émission en musique avec un titre de Shlomo Arti. Vous verrez un titre plus que jamais dans l'actualité. Avant de se plonger au cœur d'Israël, on fait un point sur l'actualité à la mi-journée. Le journal Margot Siffer. Les titres de ce vendredi, Margot. La Maison-Blanche soutient le plan du président Yitzhak Herzog concernant le projet de réforme judiciaire en France. La première ministre Elisabeth Borne est fragilisée après le recours hier de l'article 49.3 de la Constitution pour faire adopter le projet de réforme des retraites. Enfin, du sport avec le coup d'envoi ce matin du 12e marathon de Jérusalem. Et donc on ouvre cette édition avec cette information sécuritaire. 4 terroristes palestiniens tués hier à Jenin en Cisjordanie lors d'une opération antiterroriste de Tsahal. L'un d'entre eux appartenait au djihad islamique. Il avait tué en 2022 3 Israéliens lors d'une attaque à Tel Aviv. Les 3 autres victimes palestiniennes appartenaient au Hamas. Benjamin Netanyahou est actuellement à Berlin et il a jugé hier depuis la capitale allemande que les critiques sur sa réforme du système judiciaire étaient, je cite, grotesques et absurdes. Oui, c'était lors d'une conférence de presse avec le chancelier Olaf Scholz qui a quant à lui exprimé son inquiétude sur ce texte en insistant sur l'importance de l'indépendance de la justice. Benjamin Netanyahou lui a assuré qu'Israël était une démocratie libérale et qu'elle le restera. Il a également rencontré le président Frank-Walter Steinmeier qui se déclare lui aussi préoccupé par le changement structurel de l'état de droit prévu par la Knesset. De son côté, la Maison-Blanche dit soutenir le plan du président Yitzhak Herzog concernant le projet de réforme judiciaire. Et il s'agit d'un plan conforme aux valeurs démocratiques partagées d'Israël et des États-Unis, a fait savoir l'administration Biden. Le texte est toutefois rejeté par le Premier ministre Benjamin Netanyahou, actuellement donc en Allemagne. Washington exhorte les dirigeants israéliens à trouver un consensus. Xi Jinping, le président chinois, sera en Russie la semaine prochaine. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le ministère des Affaires étrangères chinois. La visite aura lieu de lundi à mercredi prochain. Par ailleurs, c'était il y a 9 ans, jour pour jour, l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014. La population avait approuvé via un référendum et une majorité écrasante de 96,77% des voix le transfert de la Crimée de l'Ukraine à la Russie. Le résultat n'est reconnu ni par l'Ukraine ni par la communauté internationale. Il est aussi dénoncé par l'ONU et les ONG de défense des droits humains. Le président turc Recep Tayyip Erdogan s'apprêterait à lever son veto contre l'adhésion de la Finlande à l'OTAN. C'est en tout cas ce qu'il devrait annoncer officiellement aujourd'hui lors d'une visite du président finlandais Sauli Niinisto en Turquie. En revanche, Ankara continue de bloquer l'adhésion de la Suède accusée d'héberger des terroristes kurdes. On en vient à l'actualité sociale en France, bien évidemment après l'utilisation du 49.3 de la Constitution décidé hier par Emmanuel Macron pour faire adopter le projet de loi de réforme des retraites. Eh bien, la première ministre Elisabeth Borne est plus fragilisée que jamais. Oui, pourtant, elle a le soutien de la majorité et la confiance du président, a fait savoir ce matin le ministre du Travail, Olivier Dussopt. Des propos réitérés par le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, qui précise qu'elle a choisi la voie de la concertation et du compromis. Il s'agit également pour le ministre chargé des relations avec le Parlement, Franck Riester, d'une femme d'État courageuse. Et donc, par la suite, dans les prochaines heures, des motions de censure vont être déposées contre le gouvernement et donc cet article 49.3. Le Rassemblement national doit déposer aujourd'hui sa motion de censure. Pareil du côté des députés indépendants Lyotte et de la France Insoumise.
crise. L'intersyndicale annonce de son côté des rassemblements de proximité ce week-end avant une 9e journée de mobilisation jeudi prochain. Plusieurs syndicats de l'éducation nationale appellent également à poursuivre la mobilisation, y compris par la grève des surveillants lors des épreuves de spécialité du bac qui débute lundi. Le député Renaissance de la 5e circonscription de Saône-et-Loire, Louis Marguerite, a réagi ce matin à notre micro. Moi, je suis vraiment respectueux des contestations, des manifestations qui se sont exprimées partout dans le pays, y compris chez moi dans ma circonscription, à Chalon-sur-Saône, à Mont-Solimine et ailleurs. Et évidemment, dire qu'à chacun à son niveau, moi je suis à leur écoute, et que le gouvernement est à leur écoute, et qu'il faut continuer à avancer, et que les mobilisations n'ont pas du tout été vaines, puisque, comme vous l'avez dit, les textes n'auraient pas autant évolué s'il n'y avait pas eu tous ces débats à l'intérieur de l'hémicycle, à l'intérieur du Parlement, mais également à l'extérieur. Et que bien sûr, la réforme des retraites ne va pas régler toutes les difficultés liées au marché du travail, la relation qu'on a au travail. On aura une loi travail qui aura lieu, qui sera examinée plutôt d'ici l'été, juste après l'été. Donc on aura encore beaucoup de sujets. Ce qu'on veut dire, c'est qu'en revanche, effectivement, cette réforme, elle est difficile parce qu'elle demande des efforts à beaucoup, c'est certain, mais qu'on a essayé de prendre le maximum de situations possibles, et que c'est pour ça qu'il y a eu cette négociation qui a été très importante, parce qu'on a fait remonter des cas qui n'avaient peut-être pas été tous identifiés. Et donc voilà. Non, respectueux, évidemment à l'écoute, évidemment l'appel aussi au calme. On peut évidemment regretter les débordements qui ont eu lieu, notamment à Paris, mais aussi ailleurs hier soir. Effectivement, hier, plusieurs manifestations surprises se sont tenues dans toute la France, notamment à Paris, où 217 personnes ont été interpellées près de la place de la Concorde. Enfin, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, annonce ce matin que les réquisitions des éboueurs ont commencé à Paris. C'était sur RTL. Je respecte d'abord le droit de grève, voilà. En revanche, ce qui n'est pas acceptable, c'est l'insalubrité. Je l'ai dit à la maire de Paris, elle n'a pas souhaité, je respecte là aussi son choix, je le regrette, mais elle n'a pas souhaité prendre ses responsabilités. Donc le préfet de police, sur ma demande hier soir, a requis, au sens réquisition, le service de propreté de la ville de Paris, et dès aujourd'hui, dès ce matin, cette réquisition fonctionne et permet de ramasser ces poubelles. Non seulement c'est une insalubrité pour les rues de la capitale, mais c'est désormais, vous l'avez vu, pour les manifestations, des armes qu'il nous faut évidemment retirer de l'espace public. Oui, pour l'heure, 9400 tonnes de déchets jonchent toujours les rues de la capitale. La préfecture de Meurthe-et-Moselle a interdit hier une table ronde à Nancy avec le franco-palestinien Salah Hamouri. En cause, les tensions provoquées lors de l'annonce de sa présence. Il avait été emprisonné en Israël entre 2005 et 2011 pour avoir participé à une tentative d'assassinat de l'ancien grand rabbin et fondateur du parti Chasse, Ovadia Youssef. Une plaque a été inaugurée lundi dernier en mémoire du nageur Alfred Nakache, surnommé également le nageur d'Auschwitz. Il avait été élève puis prof d'EPS dans le 16e arrondissement de Paris avant d'être arrêté par les nazis et déporté depuis Drancy en 1944 avec sa femme et sa fille. Survivant des camps de la mort, il avait ensuite poursuivi sa carrière avec plusieurs titres de champion de France. Le chanteur Amir, qui incarne actuellement l'athlète au théâtre Marigny, dans Sélectionné, a assisté à l'inauguration. C'était il y a 130 ans, jour pour jour, le décès de Jules Ferry, le père de l'enseignement gratuit, laïque et obligatoire. Il était aussi plusieurs fois ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts et président du Conseil des ministres. Il est décédé à l'âge de 60 ans d'un infarctus du myocarde. C'était 3 semaines après avoir été élu président du Sénat. De la culture avec l'ouverture aujourd'hui à Lille du festival Sérimania pendant 8 jours. 58 séries seront projetées, dont certaines très attendues, comme les 2 premiers épisodes de L'Hôpital et ses fantômes Exodus, soit la suite 30 ans plus tard de la série de Lars von Trier, diffusée bientôt sur Canal+. Côté invité, notamment Marcia Cross, soit Brie dans Desperate Housewives, ou encore Brian Cox, le patriarche de Succession, qui joueront le jeu des masterclass. Et puis ce vendredi matin a été donné le coup d'envoi du 12e marathon de Jérusalem. La course a débuté à 7h ce matin. Elle passe notamment par la Cour suprême, la résidence du président, le musée d'Israël et les remparts de la vieille ville. À noter qu'un semi-marathon se tient en même temps, tout comme une course de 10 km et une autre de 5 km. Voilà, on retrouvera Emmanuel Ada qui est en plein marathon du côté de Jérusalem dans un instant. Et enfin, Didier Deschamps appelle 3 nouveaux joueurs en équipe de France. Il s'agit du gardien Brice Samba, du défenseur Wesley Fofana et du milieu Kefren Thuram. Il s'agit de la première liste des Bleus depuis la Coupe du Monde. Ils affronteront les Pays-Bas et l'Irlande à la fin du mois. Merci Margot Siffer. Donc dans un instant, dans ce RCJ Midi 100% Israël, on reviendra sur les grands événements de la semaine. On parlera des inquiétudes concernant la sécurité à quelques jours du Ramadan, du voyage de Benyamin Netanyahou en Allemagne et de la fatwa contre le Hamas. À tout de suite. RCJ Midi,
Rudy Saada. Rachel Bobot, 77 ans. La fin de vie soulève des questions. Que deviendra mon patrimoine? Comment le rendre utile? Qui pour porter mes valeurs après moi? En faisant un leg au Magen David Adom, je sais que je m'associe à une œuvre immense et tellement juive, le sauvetage des vies. J'ai pris ma décision. Je ferai un leg au MDA et mon âme sera en paix. En toute confidentialité, vous pouvez appeler le Magen David Adom au 01 43 87 49 02. RCJ Midi, Rudy Saada. Vous écoutez RCJ Midi 100% Israël avec tout au long de l'émission depuis Jérusalem, Emmanuel Ada. Bonjour Emmanuel. Bonjour Rudy, bonjour à tous les auditeurs. Merci d'être avec nous. On vous entend de loin, mais on vous entend. Pour démarrer, Benjamin Massé, vous avez compilé jour après jour les événements marquants de la semaine à partir des correspondances de Gérard Benamou. Oui, et cette semaine a débuté du côté de l'Arabie Saoudite pour Israël, car l'ONU, qui avait invité une délégation israélienne au Mondial du tourisme, cette délégation s'est vue être bloquée par le Royaume sans visa du fait du refus du pays d'accueillir notamment un ministre israélien. Et pendant ce temps, du côté de la Knesset, un projet de loi a été déposé pour que la Cour suprême ne puisse plus délibérer une éventuelle destitution du Premier ministre. Le chef de la coalition, Ophir Katz, l'a justifié ainsi. Il n'existe aucun pays où un tribunal peut imposer la destitution d'un Premier ministre. Nous ne laisserons aucun fonctionnaire de la justice provoquer une révolution. Nous protégeons la démocratie. Et avec ce texte, seule une incapacité physique ou mentale contraindrait le Premier ministre à quitter ses fonctions. Dans la nuit, un autre texte controversé a été voté à la Knesset et Gérard Benamou nous en parlait mardi matin. Une autre loi de contournement de la Cour suprême, cette fois également, a été votée, qui donne au Parlement le dernier mot en matière de législation sur la Cour suprême. Le texte controversé qui est marqué en plus en ce début de semaine par un contexte violent au niveau sécuritaire. D'abord, lundi, un sondage a montré que le pourcentage d'Israéliens optimistes quant à l'avenir de la sécurité nationale du pays avait nettement diminué, passant de 46% à 31% en janvier. Mercredi, Benjamin. Oui, mercredi, on apprenait dans un communiqué commun de l'armée et du Shin Bet qu'un attentat avait été déjoué ce lundi au carrefour du Megiddo, au nord du pays. L'explosion au bord de la route avait fait un blessé grave et provoqué une panne de courant dans la région. Le Hezbollah est soupçonné d'être à l'origine de cette attaque depuis le Liban. Et pour continuer dans la semaine ce feuilleton des dernières semaines concernant la réforme du système judiciaire, ce mercredi toujours, le président Isaac Herzog a présenté son plan de compromis sur la réforme de ce système qu'il a appelé le plan du peuple. Et le moindre que l'on puisse dire, c'est qu'il a été plutôt alarmant sur la situation du pays. Depuis longtemps, nous ne sommes plus dans un débat politique, mais à la veille d'un effondrement constitutionnel et politique. Donc, comme l'ont fait les présidents d'Israël dans le passé, dans des cas aussi extrêmes, je refuse de rester sans rien faire. J'entends et je vois les manifestations dans tout le pays, des milliers de patriotes qui réalisent leur droit démocratique de protestation et qui sont engagés à défendre la destinée de ce pays et de ce peuple. Nous sentons tous, je le ressens aussi, que nous sommes à la veille d'une explosion et d'une explosion qui peut être violente, que ce baril de poudre est à la veille de l'explosion et nous risquons d'arriver à de la violence. Du côté de la Knesset et du gouvernement, la réponse est claire. Le plan du président, c'est non. Et pourtant, de plus en plus de voix s'élèvent contre cette réforme et contre le gouvernement, à l'image du chef de la Banque d'Israël, ce même mercredi. Enfin, cette semaine s'est clôturée avec le voyage du Premier ministre à Berlin. En visite en Allemagne, il a notamment rencontré le chancelier Olaf Scholz. Un voyage risqué mais important, selon Gérard Benamou. Visite importante pour le Premier ministre Netanyahou qui devra aborder à Berlin notamment la question iranienne. Mais comme chaque semaine, chaque fois que le Premier ministre quitte Israël, des manifestations sont prévues cet après-midi en Israël pour perturber son arrivée à l'aéroport.
Et l'on peut dire que Gérard Benamou a été clairvoyant car ce sont près de 150 manifestations contre cette réforme et le gouvernement qui ont été recensées ce jeudi, jour donc du départ de Benjamin Netanyahou pour l'Allemagne. Une semaine bien chargée donc au niveau de l'actu de l'autre côté de la Méditerranée et les tensions sociales que l'on a vues cette semaine risquent de continuer avec le début du Ramadan ce mercredi. Les tensions sécuritaires surtout. Merci Benjamin Massé. Manuel Ada, quel est parmi ces événements celui qui vous a le plus marqué cette semaine ? Alors l'image qui m'a le plus marquée cette semaine, ce n'est pas celle de ces manifestations impressionnantes, ni celle du défilé des femmes en rouge sur les routes d'Israël, mais plutôt une image déchirante qui n'a pas tourné en boucle sur les médias ni sur les réseaux sociaux. C'est celle d'Avraham Palais. Avraham Palais, c'est cet homme qui vient de se réveiller d'un coma et qui a appris la mort de ses 2 petits garçons avec 2 semaines de retard. Ces 2 petits enfants qu'un terroriste a assassinés à une station d'autobus à Jérusalem en fonçant sur eux avec son véhicule. Yaakov Israël Palais, 6 ans, et son frère Asher Menachem Palais, 8 ans. Alors leur père a fait la shiva dans son lit d'hôpital à son réveil avec 2 semaines de retard et il a pu se rendre cette semaine au cimetière sur leur tombe en chaise roulante, accompagné de cette proche. Cette image m'a bouleversée, Rudy, parce que, vous vous en doutez, on en parle très peu aujourd'hui dans les médias. Et pourtant, c'est une tragédie humaine que nous vivons en Israël en ce moment, j'ai envie de dire quasiment au jour le jour. Et c'est terrible parce que la désunion et la fracture sociale qui a lieu en ce moment dans le pays, eh bien, c'est une marque de faiblesse pour nos ennemis. Et nos ennemis en profitent toujours pour nous frapper en plein cœur lorsqu'ils sentent entre nous la désunion et la faiblesse. Et puis également dans l'actualité de la semaine, un chiffre vous a marqué et vous a interpellé. Alors, c'est un chiffre qui a été donné par le ministre de l'Alia, le ministre de l'Alia et de l'intégration en Israël. Lors de son passage à Paris, il a fait une visite en grande pompe, vous le savez, Rudy, vous l'avez vous-même rencontré, et il a dit que bien l'Alia de France était devenue très faible. Elle avait baissé de 40% ces 2 dernières années. Alors 40%, D'abord, ça m'a tout de suite choqué, Rudy, parce que l'Alia de France est une Alia très importante, c'est une Alia de grande qualité. Je le dis et je le répète depuis plusieurs années sur toutes les ondes sur lesquelles je peux le faire. Et Israël a tout à gagner à ce que l'Alia de France se renforce. Et on a l'impression, bien que le ministre de l'intégration découvre la communauté juive française, découvre ses qualités. On a l'impression qu'il propose rien de nouveau pour aider à l'Alia de France. Vous avez vu vous-même les propositions qu'il a faites, c'est des propositions qui existent déjà depuis très longtemps, comme la création d'Ulpanim, parce que oui, il faut apprendre l'hébreu avant de monter en Israël, ça serait bien. Et puis l'emploi, alors il dit oui, effectivement, la vie est très chère en Israël aujourd'hui, mais on va travailler sur l'emploi. Pour travailler sur l'emploi, il faut déjà reconnaître les diplômes français en Israël. Ce serait déjà une première chose qui permettrait à tous les médecins, les dentistes, les pharmaciens, les professions paramédicales de travailler directement dès leur arrivée en Israël. Voilà, Rudy, donc c'est un petit peu mon coup de colère, parce qu'il y a beaucoup à faire pour l'Alia, il y a beaucoup à faire pour l'Alia de France, et j'ai l'impression que on a encore affaire à des amateurs. Alors, ce problème de la reconnaissance des diplômes pour effectivement des populations françaises qui sont parfois et même généralement assez bien qualifiées pour apporter leur savoir-faire en Israël, pourquoi cela coince dans la reconnaissance des diplômes d'un pays comme la France, qui est plutôt un pays où la formation est bonne? Écoutez, de ce que je sais, ce qui bloque, ce sont les conseils de l'ordre des différentes professions. C'est-à-dire que, par exemple, le conseil de l'ordre des dentistes, comme le conseil de l'ordre des médecins, n'ont pas très envie de voir arriver sur le marché israélien des centaines de médecins qualifiés, super qualifiés, comme nous en avons en France, qui débarquent après des années d'expérience, etc., et qui souhaitent accéder à des postes de qualité, des postes bien payés, des postes importants dans les hôpitaux, dans les cliniques, etc. Alors ils bloquent et ils font du lobbying, ce qu'on appelle du lobbying auprès des ministères, auprès du ministère de l'intégration, auprès du ministère du travail, auprès du ministère de l'éducation, pour que ces diplômes ne soient pas reconnus aussi facilement que le sont certains autres diplômes.
Et je peux vous dire que c'est une catastrophe parce que aujourd'hui, non seulement l'Aliyah est freinée à cause de ça, mais en plus, les jeunes Israéliens de souche qui veulent étudier en Israël après leurs 3 ans ou leurs 2 ans de service militaire, eh bien, ils ne peuvent pas souvent étudier ici parce qu'ils n'arrivent pas à accéder aux études universitaires. Ils vont étudier à l'étranger, ils sont obligés de quitter leur famille, de rester à l'étranger pendant des années, etc. Et lorsqu'ils veulent revenir en Israël, eh bien, leur diplôme européen, qu'ils soient italien, espagnol, portugais, etc., ou hongrois, ne sont pas reconnus en Israël. Donc un jeune homme qui a fait son service militaire en Israël, qui s'est battu pour son pays, qui va étudier à l'étranger, qui revient, il ne peut toujours pas travailler dans son pays. Alors excusez-moi, mais ça me révolte, Rudy. On y consacrera une émission, évidemment, un dossier. Vous restez avec nous, Emmanuel, parce que dans un instant, le dossier donc, de ce RCJ Midi 100% Israël, on parlera avec le chercheur David Rigoulet-Rose du retour diplomatique surprise de l'Iran au Moyen-Orient avec l'annonce du rétablissement des relations donc, entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Israël, grand perdant, on en parle dans un instant avec David Rigoulet-Rose et Laurence Goldman. À tout de suite. RCJ Midi, Rudy Saada. Vous avez un projet d'Aliyah? Montez en Israël dans les meilleures conditions avec le Keren Layedidout. Le Keren Layedidout répond à toutes vos questions sur l'Aliyah et vous accompagne en Israël les 6 premiers mois. Aide financière, emploi, éducation et suivi de votre intégration. Toutes nos aides viennent en plus des aides gouvernementales. Alors n'hésitez pas, faites votre Aliyah avec le Keren Layedidout. Keren Layedidout 01 83 80 95 55 et yedidout.org. Le Centre d'art et de culture et l'Institut européen des musiques juives présentent Kalarash. La nouvelle scène musicale klezmer s'invite à l'espace Rachi. Musique classique, valse musette, chansons en yiddish, en grec ou en roumain, Kalarash vous embarque dans son univers. Dimanche 26 mars à 17h30 à l'espace Rachi, 39 rue Broca, Paris 5e. Réservation culture-juive.fr ou au 01 42 17 10 36. René Azout, 82 ans. Je pense à Israël tous les jours. Une nation en état d'urgence, une identité à protéger. Je pense aussi à ce que deviendra mon patrimoine après moi. Avec Magen David Adom, la vie est la priorité. Pour les aider, je voudrais faire un leg pour que partout l'on sache qu'Israël porte secours à ses citoyens et à ceux du monde. Faites comme moi. Faites un leg à MDA. En toute confidentialité, vous pouvez appeler le Magen David Adom au 01 43 87 49 02. Faites-vous connaître, faites-vous entendre. Ouvrez une vraie visibilité à votre entreprise, votre association, votre projet. RCJ est là pour trouver avec vous la solution clé en main. Spot radio, campagne publicitaire, publi-reportage, sponsoring d'émissions, nous serons à vos côtés pour élaborer ensemble la meilleure des stratégies pour vous faire connaître. Appelez notre régie publicitaire au 06 03 47 98 36. RCJ Midi, Rudy Saada. Suite de ce RCJ Midi 100% Israël, on passe maintenant à notre dossier avec vous. Laurence Goldman, le rapprochement diplomatique entre Riyad et Téhéran pose bien des questions, notamment en Israël, et cela suscite de nombreuses réactions et de nombreux commentaires. Oui, l'Arabie Saoudite et l'Iran avaient rompu leurs relations en 2016 et s'opposaient depuis dans plusieurs pays. Dans la foulée, plusieurs États du Golfe, dont les Émirats Arabes Unis, avaient réduit leurs relations diplomatiques avec Téhéran, se rangeant du côté de Riyad. Et puis, contre toute attente, il y a une semaine, les 2 grandes puissances rivales au Proche-Orient ont annoncé depuis Pékin qu'elles se donnaient 2 mois pour rouvrir leurs ambassades ainsi que leurs autres représentations diplomatiques. Cet accord conclu sous l'égide de la Chine et avec l'aide de l'Irak prévoit également de relancer le traité de sécurité conclu en 2001, un texte relatif au contrôle des frontières et à la lutte contre le terrorisme.
Alors, quel changement faut-il en attendre ? Alors, l'Iran et l'Arabie saoudite affichent leur volonté d'œuvrer au plus vite au rapprochement diplomatique, mais aussi économique. Dans le même temps, l'Iran cherche à renforcer ou à recréer des liens avec d'autres pays de la région, au premier rang desquels une autre monarchie du Golfe, le royaume de Bahreïn. Les contacts entre les deux pays avaient été rompus en 2016 dans la foulée de la dispute irano-saoudienne, car Bahreïn est un allié de premier plan de l'Arabie saoudite. Des contacts diplomatiques entre Téhéran et Manama auraient même déjà eu lieu. Quant aux Émirats arabes unis, signataires des accords d'Abraham avec Israël, ils ont déjà rétabli il y a 6 mois leurs relations avec l'Iran. Les Émirats arabes unis se sont d'ailleurs félicités de cet accord entre l'Iran et l'Arabie saoudite, évoquant, je cite, une avancée importante pour la stabilité et la prospérité de la région. L'autorité palestinienne et la Jordanie ont également salué ce rapprochement entre Riyad et Téhéran. Alors, que disent les experts ? Alors, selon les experts, cet accord pourrait contribuer au rééquilibrage de l'ordre régional au Moyen-Orient. Ces répercussions pourraient être positives pour des pays comme le Liban, la Syrie, l'Irak, mais aussi le Yémen. Téhéran soutient en effet militairement et politiquement le régime de Bachar al-Assad ainsi que les rebelles houthis au Yémen. L'apaisement des tensions dans ce pays était une condition préalable posée par les Saoudiens pour un dégel diplomatique avec l'Iran. Pour l'heure, cette normalisation consacre la victoire de la Chine qui fait une entrée remarquée sur la scène diplomatique régionale. Mais c'est aussi un succès pour l'Iran. L'accord pourrait empêcher son isolement dans le cadre du processus de normalisation arabo-israélien. Et pour en parler, nous sommes en ligne avec David Rigouleros, chercheur à l'IRIS, spécialiste du Moyen-Orient. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Première question sur ce retour donc, de l'Arabie saoudite sur la scène moyen-orientale, sur la scène diplomatique. Est-ce que cela doit inquiéter Israël ? Alors, il se trouve que l'accord qui vient d'être finalisé entre Riyad et Téhéran et pas totalement une surprise, parce qu'en réalité, il y avait des négociations depuis déjà près de 2 ans. Avril 2000, ça avait commencé à Bagdad, d'ailleurs, sous les auspices de l'ancien Premier ministre irakien, en avril 2021. Et puis, il y a eu une succession de rounds de négociations, parfois un peu chaotiques, mais en tout cas qui ont, on va dire, une demi-douzaine de sessions qui ont permis des convergences de vues partielle jusqu'à une rencontre qui a eu lieu lors du sommet d'Amman, qui est qualifié de Bagdad 2, la conférence Bagdad 2 en décembre dernier, entre justement les deux ministres des Affaires étrangères iraniens et saoudiens, et c'était le signe effectivement qu'il y avait quand même une finalisation qui était proche et qui a donc été confirmée par l'accord du 10 mars à Pékin, et c'est ça qui était intéressant, effectivement, c'est totalement inédit. Jusque-là, Pékin était plutôt en surplomb, ça transitait plutôt par Mascate, à Oman, traditionnellement, et donc là, c'est le signe, effectivement, de changements importants au niveau régional, et dans ce cadre-là, effectivement, la question se pose pour Israël de savoir quelles conséquences vont dériver de la signature d'un accord de ce type, dans la mesure où l'Arabie saoudite n'est pas partie prenante des accords d'Abraham jusqu'à aujourd'hui, et donc ce rapprochement avec l'Iran, effectivement, peut soulever un certain nombre de questions. Alors, est-ce que cela, puisqu'on en parle depuis plusieurs semaines de ce rapprochement entre Israël et l'Arabie saoudite, plusieurs semaines, même plusieurs mois, Benyamin Netanyahou a fait des déclarations dans ce sens-là. Est-ce que ces derniers développements remettent en cause donc ce qui était en train de se négocier entre Israël et l'Arabie saoudite ? En tout cas, ce qui est avéré, c'est que Riyad, pour l'instant, en tout cas le prince héritier, Mohammed bin Salman, n'a pas souhaité intégrer la logique des accords d'Abraham, dans lesquels on retrouve les Émirats, Bahreïn et d'autres pays, parce qu'il y a la spécificité du fait que l'Arabie est la gardienne des lieux saints, et donc il y a une dimension effectivement tout à fait particulière vis-à-vis de la Oumma, du monde musulman, et puis il y a la question palestinienne à laquelle demeure attaché son père, le roi Salman, et donc jusqu'à présent ça a empêché, entre guillemets, effectivement un rapprochement plus officiel, même si les contacts entre les deux pays, on le sait, sont importants, voire étroits, de manière en tout cas discrète. Donc cette question, effectivement, il y a un chevauchement en réalité de dynamique régionale
parfois contradictoire, qui, du point de vue d'Israël, peut inquiéter, parce qu'effectivement, c'est de ce point de vue-là, ça peut être perçu comme une réussite de la diplomatie iranienne, d'avoir empêché en réalité la constitution d'un front anti-iranien, qui était un des objectifs d'Israël. Et d'ailleurs, ça a été souligné par Naftali Bennett en disant que c'était, je cite, dangereux pour Israël, une victoire politique de l'Iran, et que ça portait un coup fatal aux efforts visant à construire une coalition régionale contre l'Iran. Je ferme les guillemets. Donc, effectivement, il y a un débat en interne, parce que la question de ce rapprochement, en toile de fond, il y a l'ombre portée de la problématique nucléaire iranienne qui demeure. David Rigoleros, pour revenir à cet accord, comment est-ce qu'il faut interpréter et lire l'attitude de l'Arabie Saoudite ? Est-ce qu'on peut parler d'un revirement diplomatique à 180 degrés pour ce pays qui est un allié historique des États-Unis ? Oui, mais on est dans une logique d'autonomisation des acteurs stratégiques régionaux. Et donc, ça explique le fait qu'aujourd'hui, un pays comme l'Arabie Saoudite n'entend pas être sous tutelle, en fait, comme ça a pu être le cas les décennies précédentes. Il y a une diversification des relations avec d'autres acteurs, même si en dernier ressort, Riyad sait très bien que sa sécurité sera assurée par les États-Unis, mais en tout cas, c'est pour montrer qu'effectivement, il y a une marge de manœuvre des acteurs régionaux, dont l'Arabie Saoudite, qui ne manque pas d'entretenir des relations avec Moscou sur la question du pétrole, avec l'accord sur l'OPEP+, avec la Chine, qui est son premier client en matière de pétrole. Donc on voit bien que de la part de Riyad, il y a aussi le souci de montrer qu'il n'y a pas de soumission vis-à-vis de protecteurs de grande puissance. Et il se trouve que dans le cas présent, chacune des deux parties avait intérêt à ce rapprochement pour des raisons différentes d'ailleurs, qui ne se recoupent pas nécessairement. L'Iran, c'est parce que l'Iran souhaitait d'une part sortir de son isolement accru, de sa stigmatisation au niveau régional, et que ça permettait effectivement d'enfoncer un coin pour éviter la constitution d'un front ouvertement anti-iranien. Et du côté de l'Arabie Saoudite, il y a l'idée de la nécessité d'une forme d'apaisement régional pour pouvoir faire réussir la réalisation de son fameux plan Vision 2030, qui doit accueillir des investisseurs, et on ne peut pas accueillir des investisseurs dans une région qui est chaotique et dont la conflictualité est sous-jacente. Donc il y a évidemment une convergence de vues, en tout cas ponctuelle sur le moment, qui explique cette finalisation de l'accord. Est-ce que dans cette nouvelle configuration, est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à l'émergence d'un nouveau bloc sur la scène moyenne, orientale et internationale, qui serait constitué donc de la Russie, de la Chine, de l'Iran, de l'Irak, renforcé aujourd'hui par l'Arabie Saoudite et peut-être demain par Bahreïn ? Il ne s'agit pas d'un bloc, en fait, c'est une logique, je disais, même pas forcément d'un axe, parce qu'en réalité, le rôle inédit, effectivement, dévolu aujourd'hui à Pékin, qui veut montrer qu'il est un acteur mondial responsable, sous-entendu en creux de la position américaine qui serait déstabilisatrice vue de Pékin. C'est aussi parce que Pékin veut absolument pouvoir avoir au niveau régional une sécurité d'approvisionnement. Il se trouve que ces deux principaux justement pays fournisseurs sont à la fois l'Iran et l'Arabie Saoudite. Donc c'est pas forcément un hasard si la Chine est intervenue dans cette affaire, ce qui permet aussi de cornériser, en tout cas ponctuellement, les États-Unis par rapport à la configuration régionale. Mais il n'y a pas à proprement parler d'axe, il y a plutôt des ajustements opportunistes, on va dire, qui montrent qu'il y a cette diversification effectivement des acteurs dans leur stratégie régionale, y compris vis-à-vis de leurs alliances respectives. Est-ce que Israël doit craindre une coopération nucléaire entre ces pays ? Vous l'évoquiez il y a un instant, est-ce qu'il y a un risque de ce côté-là ? Non, la vraie question, c'est par rapport au processus d'enrichissement, enfin en tout cas la politique, la problématique nucléaire iranienne, parce qu'effectivement, une des raisons qui avait poussé l'Arabie Saoudite notamment
enjoindre le président Donald Trump à remettre en cause le fameux JCPOA, l'accord de 2015, c'était parce qu'il considérait qu'il y avait une menace avérée en termes nucléaires. Et l'Arabie Saoudite a considéré, à tort ou à raison, que l'ostracisation, en fait, leur mise en cause de JCPOA, finalement, ses conséquences ont poussé Téhéran à accélérer le programme qui lui faisait peur. Donc l'idée, c'est de faire, en tout cas, de changer de pied et d'essayer que ce programme ne soit pas accéléré, justement en passant par un accord qui favoriserait un apaisement régional avec tous les points d'interrogation que ça peut évidemment que ça peut susciter. Mais c'est un des calculs probablement de l'Arabie Saoudite. Pour l'instant, c'est l'idée qu'effectivement, il ne faut pas pousser dans ces retranchements Téhéran pour éviter justement la course à la bombe, en sachant que de toute façon, cette course à la bombe au niveau régional aurait une logique d'inflation avec d'autres pays. Et c'est bien le problème. C'est le risque de prolifération. Et il se dit qu'évidemment, d'autres pays seraient susceptibles de développer des programmes. C'est le cas évidemment de l'Arabie Saoudite, de la Turquie, voire de l'Égypte. Et en toile de fond, il y a la question de la pérennité du TNP, le traité de non-prolifération qui est posé. Et donc, on voit que toutes les pièces s'ajustent les unes aux autres et que c'est une situation extrêmement complexe. Et que peuvent être les réactions du bloc des pays signataires de l'accord de 2015 sur le nucléaire iranien? Pour l'instant, les réactions sont très réservées. Il n'y a pas eu de prise de position claire, que ce soit du côté des États-Unis ou notamment du côté de la France. Oui, les Occidentaux ont acquiescé, on va dire, discrètement sur ce rapprochement qui permettrait théoriquement effectivement une forme d'apaisement régional, mais sans beaucoup de conviction, parce que demeure la question quand même de cette problématique nucléaire qui est loin d'être résolue. On l'a vu avec les dernières révélations concernant le taux d'enrichissement, qualifié d'accidentel par les autorités iraniennes, mais évidemment qui suscite plus que des interrogations. Et donc, pour l'instant, on pourrait résumer ça par la formule wait and see, dans la mesure où on constate effectivement qu'il y a un rapprochement qui est le fruit de 2 années de négociations et que c'est surtout le signe on va dire, de mutation régionales qui sont à l'œuvre et qui reconfigurent assez largement justement les enjeux stratégiques des différents acteurs. Une dernière question, David Rigoleros. Est-ce que c'est un désaveu, un échec personnel à vos yeux de la politique menée par Binyamin Netanyahou? C'est ce que dit l'opposition dans le pays. Hein. Oui, là on rentre dans la question purement politicienne. En réalité, il y a des enjeux qui sont existentiels et des enjeux politiciens. Alors effectivement, cet accord peut être instrumentalisé d'un côté comme de l'autre d'ailleurs, mais en réalité, de toute façon, les négociations avaient lieu, je l'ai rappelé, depuis avril 2021, donc c'est pas associé exclusivement à un gouvernement en tant que tel, que ça soit sa réussite ou son échec. Donc il faut relativiser les déclarations à caractère politicien et prendre un peu d'auteur de vue pour voir effectivement ce que peut impliquer en termes stratégiques cet accord, puisque il y a une déclaration du Yoav Gallant qui dit qu'aujourd'hui Israël se trouve dans une période critique qui va impliquer la prise de décisions importantes et que ce type d'accord évidemment ne peut que susciter une réflexion stratégique sur les décisions à prendre, dans la mesure où dans le cas des accords d'Abraham, il y avait l'idée effectivement d'un rapprochement entre Israël et les pétromonarchies et d'un système de sécurité régionale dont l'Arabie Saoudite aurait été partie prenante. Et on voit bien que les choses sont quand même très compliquées. Merci David Rigoleros. Je rappelle que vous êtes chercheur à l'IRIS et directeur de la revue Orient Stratégique. Merci à vous. Emmanuel Haddad, je me tourne vers vous et vers Jérusalem. Comment la presse israélienne a-t-elle accueilli cette nouvelle assez surprenante au premier abord ? Alors tout d'abord, je dois dire que le chercheur que vous venez d'interroger a tout à fait analysé tous les points importants de cette nouvelle situation. Excusez-moi, il y a un chien qui s'est réveillé tout d'un coup. Comme on dit, Rugby Israël. Rugby Israël, exactement. Il y a beaucoup de chiens en Israël.
donc je vais un petit peu m'éloigner. En fait, on scrute parmi la presse et bien sûr parmi les politiciens et même les militaires, on scrute de très très près ces nouvelles alliances qui peuvent effectivement modifier le paysage diplomatique. Nous avons été un peu surpris, en tout cas au niveau des médias, on peut lire une surprise et puis comme l'a dit le chercheur, eh bien ça a tout de suite été instrumentalisé dans le sens où les partis d'opposition ont accusé Benyamin Netanyahou de s'être plutôt occupé de ces procès et de la réforme judiciaire plutôt que de la menace iranienne ces derniers temps. Pourtant, Benyamin Netanyahou, vous le savez, depuis des années, en a fait son fer de lance, la menace iranienne. Il est très au fait et il a suffisamment alerté le monde entier. Benny Gantz également, ces derniers temps, n'a pas cessé de dire attention, il faut retravailler la sécurité nationale, il faut faire attention à l'unité nationale parce que les militaires savent qu'il y a cette menace qui plane avec cette prolifération nucléaire et il faut le dire, il s'agit d'une période très courte, peut-être voire quelques jours, voire quelques semaines, avant que la menace iranienne soit totale pour Israël. Mais voilà, ce sont les relations internationales. Les relations internationales, ce sont des relations d'intérêt et pas d'amitié. Donc là, oui, effectivement, la presse parle d'échec pour Benyamin Netanyahou. Mais je pense que aussi bien le gouvernement, les partis d'opposition que les militaires restent très très vigilants et font très attention à ce qui se passe dans ce changement diplomatique. Maintenant, on peut aussi ajouter que tout ça est parti de la guerre entre l'Ukraine et la Russie et que ces changements sont aussi une conséquence de cette guerre avec ces différentes alliances qui ont bousculé un petit peu tout le paysage. Merci à vous Emmanuel Adam. On vous retrouve dans un instant. Ce sera plus léger. On parlera innovation, musique et lifestyle. À tout de suite. RCJ Midi, Rudy Saada. Tous les vendredis à 13h30, vous avez rendez-vous avec votre animateur. In the Mix avec Francky Perez. In the Mix avec Francky Perez. 26 minutes de musique israélienne non-stop. Avec Francky Perez. Financial, premier réseau français indépendant d'expertise comptable, d'audit, de M&A et d'assistance fiscale, présent sur 5 continents, USA, Hong Kong, Israël, Dubaï et dans 28 pays. PME, ETI, start-up, vous accompagnez ici et maintenant parce que le conseil, aujourd'hui plus que jamais, aide à se reconstruire et assure votre croissance de demain. Notre signal et WhatsApp 06 63 12 39 39 06 63 12 39 39. Depuis plus de 120 ans, le KKL reconstruit le pays d'Israël. Parcs, forêts, réservoirs d'eau, infrastructures, programmes éducatifs. En léguant tout ou partie de votre patrimoine, vous participerez au projet sioniste et laisserez votre empreinte en terre d'Israël. Contactez en toute discrétion le KKL et demandez Linda. KKL 01 42 86 88 88 et sur le site kkl.fr. RCJ Midi, Rudy Saada. Voilà, suite de ce RCJ Midi consacré entièrement à l'actualité israélienne et on va parler d'une innovation médicale. Vous connaissez l'ARN messager, mais les Israéliens tentent d'aller plus loin. Et cette fois-ci, ce sont des chercheurs, merci Rudy, de l'université de Tel Aviv qui ont fait une découverte, le premier vaccin à ARN messager pour lutter contre les bactéries mortelles, selon Times of Israel, en modifiant la technologie de l'ARN messager utilisée normalement pour lutter contre des virus. Les scientifiques ont mis au point un vaccin à une seule dose qui protège les souris contre la peste, maladie mortelle et toujours redoutable encore dans certaines parties de l'Afrique et de l'Asie. Voilà, donc affaire à suivre. Découverte de l'université de Tel Aviv. Du côté de la culture, maintenant avec vous, Lou Cohen, on va parler de cinéma, c'est quelque chose que vous aimez bien, on le sait ici sur RCJ. Le festival du cinéma français en Israël a débuté le 15 mars dernier pendant 10 jours, donc l'événement
rassemble des milliers de spectateurs pour découvrir la diversité du cinéma français. Et cette année, le festival fête ses 20 ans d'existence, 20 ans au cours desquels le Festival du cinéma français s'est imposé comme l'un des festivals les plus appréciés du public en Israël. 25 000 participants environ chaque année. Et le but de cet événement, découvrir et profiter de la richesse et de la diversité du cinéma français. Et pour cela, les films sont diffusés dans les principales cinémathèques d'Israël, Tel Aviv, Jérusalem, Haïfa, Herzliya, Sderot et Rosh Pina. 17 films donc en sélection officielle présentés donc au public israélien, francophone ou non. Et ils abordent chacun des questions contemporaines, le genre, l'éducation, la lutte des classes ou encore l'amour. À l'ouverture du festival, c'est Reste un peu, le film de Gad Elmaleh qui était présenté. L'acteur-réalisateur était en direct depuis Israël sur RCJ au micro de Sandrine Seban mercredi dernier. Il y a beaucoup de monde, on est complet ce soir et puis j'attends avec beaucoup d'impatience le débat avec le public aussi parce que c'est un film qui a soulevé beaucoup de questions dans la communauté en France et qui a créé du débat. Non, et tant mieux. Mais je trouve qu'il y a une forme d'ouverture, de curiosité ici en Israël qui est incroyablement... Mais oui. Je n'y attendais pas. Les festivaliers pourront aussi voir des films qui font l'actualité en ce moment en France. Ouria, qui vient juste de sortir en salle le 15 mars aussi. Compromat, chronique d'une liaison passagère et un plein temps des succès dans la métropole. Et aussi L'Innocent de Louis Garrel. Le film vient de remporter 2 Césars. Il clôturera le festival le 25 mars. Je vous propose d'écouter un extrait de la bande-annonce. T'es sorti quand déjà de prison ? Il y a 1 semaine. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant pour gagner ta vie ? Là, je vais faire un peu d'intérim. Celui avec le col roulé noir, là, tu le vois, là ? Oh putain. Quoi ? Mais il est canon. Sylvie. Et qu'il est le 3e en 10 ans, tu l'as prévenu aussi ou pas ? C'est plus une prison, c'est un club de rencontre. Je suis ta mère, quand même. Je m'en fous, t'es complètement folle. Et en plus des films en sélection officielle, une sélection de films classiques et de premiers films seront présentés au public. Une belle programmation. Alors, pour celles et ceux qui n'ont pas la chance d'être en Israël pour ce festival, eh bien, il y a strictement l'inverse, une alternative à Paris. Exactement, il y a en ce moment dans la capitale le festival de films israéliens et vous avez jusqu'à mardi soir pour en profiter. C'est le moment de voir des films israéliens qui ne sortiront pas en France. Pour info, le film de clôture est Le Voyage à Eilat de Yona Rosenkier. Voilà, et pour en savoir plus, je vous invite à vous référer à cette interview d'Hélène Schumann qui était venue nous voir pour parler de ce festival. Merci Lou Cohen. Du côté d'Emmanuel Haddad, déjà, est-ce que ce festival, vous avez l'habitude d'y participer en tant que francophone et francophile en Israël ? Ah oui, absolument. Depuis de nombreuses années, on ne rate aucun festival de ce genre. Et là, effectivement, on a eu la chance et le bonheur d'avoir Gad Elmaleh avec nous en Israël. D'abord pour son spectacle et puis ensuite pour la présentation de ce film que nous n'avions pas vu en Israël et que, bien sûr, de loin et sur les réseaux sociaux, on a pu suivre toute la polémique autour de ce film. Alors, j'avoue, je l'ai vu hier soir. Gad Elmaleh était là sur scène. Il a fait une présentation très sympathique et très émouvante de son film. Son film a été très bien accueilli, aussi bien par les Israéliens que par les francophones. Il a été applaudi abondamment et c'est toujours un bonheur, ces échanges culturels entre la France et Israël. Alors, on vous a demandé pour presque terminer cette émission de sélectionner une personnalité de la semaine et les Israéliens le connaissent bien. On va dire que c'est le mélange entre Patrick Bruel, Charles Aznavour et Johnny, pour faire court. Ah oui, c'est pas mal, Rudy, comme image. Johnny, Charles Aznavour et peut-être aussi un peu Patrick Bruel, effectivement. Il s'agit de Shlomo Artzi. Alors, vous m'avez demandé quelle est la personnalité de la société israélienne qui m'a un peu impressionnée ces derniers temps. Eh bien, c'est Shlomo Artzi parce que, tout d'abord, Shlomo Artzi est célèbre depuis toujours. Il a commencé sa carrière dans l'armée. Il était à la chorale de l'armée et depuis, il n'a cessé de progresser, d'écrire des chansons magnifiques et toutes ces chansons parlent toujours de la société israélienne. Alors là, ces derniers temps, dans les mouvements de protestation, on ne l'a pas vu comme on aurait pu voir Achinoam Nini, par exemple, dans les manifestations et sur les réseaux sociaux. Lui, on ne l'a pas vu, mais il a écrit une chanson absolument incroyable qui a été produite par Doudou Tassa, qui est également un artiste israélien très connu. Et c'est une chanson qui s'appelle « Avant, nous étions frères ». Et c'est une chanson qui parle donc de la division de la société israélienne, de la nation en ce moment. C'est une chanson qui
qui nous rappelle l'unité qui existait et qui a toujours existé en Israël dans les temps de guerre comme dans les temps de paix, à l'armée, dans les écoles, au travail, dans la rue, dans la douleur, dans la souffrance. Et là, eh bien, Shlomo Artzi nous dit n'oubliez pas cette fraternité, n'oubliez pas cette union qu'on a toujours eue, gardons-la. Et il termine. Alors bien sûr, il parle de sa peur de voir cette fracture dans la société israélienne. Et puis à la fin, il termine en disant eh bien, on a été frères, on le sera peut-être de nouveau. Et en tout cas, c'est l'espoir que nous avons tous en Israël, c'est qu'on retrouve très très vite cette union et cette fraternité. Alors on va écouter Shlomo Artzi évidemment pour terminer cette émission, et c'est ce que nous ferons à chaque fin d'émission. Nous avons depuis une semaine le bonheur, on peut dire ça vraiment, toute l'équipe est d'accord avec moi, d'avoir dans notre équipe un jeune journaliste. Quand je dis jeune, c'est jeune, stagiaire de 3e, Élie. Et Élie, pour terminer ton stage, votre stage, puisqu'on est à l'antenne donc on se vous voit, votre stage avec nous, Élie, vous nous avez préparé une chronique sur votre coup de cœur. C'est un invité qu'on a eu la chance d'avoir justement cette semaine sur RCJ, c'est Michel Jonas. Exactement, alors mon coup de cœur de la semaine, c'est le nouvel album de Michel Jonas que j'ai découvert grâce à RCJ, Chanter les blues. Ma musique préférée de cet album, c'est Fais du blues, fais du rock'n'roll, que je vous invite à écouter. Voilà, eh bien, on invite à écouter effectivement cet album magnifique de Michel Jonas et réécouter l'émission et la très belle interview qu'il a donnée à Sandrine Seban cette semaine. Merci Élie, vous revenez quand vous voulez à ce micro, futur Merci grand beaucoup, journaliste. Oui. Ça sera évidemment un plaisir de vous revoir. Merci à tout le monde, merci à l'équipe technique, Daniel et Théo, nous avoir accompagnés tout au long de la semaine. Et donc, comme promis, on se quitte avec Shlomo Artzi. Demain, nous serons frères à nouveau. C'est un peu la traduction de ce titre, c'est sur RCJ. Très bon week-end, très bon Shabbat à toutes et à tous. פעם היינו אחים כנראה, דומים ושונים לאותו המראה, רק אותן מלחמות פחות או יותר, נעמי שמר, איזה זמר. פעם היינו אחים לטיול, לאו דווקא לפה, לאו דווקא לחו"ל, לנפש בליל חניה באילת, זוהר ארגו, הריסה לאט. פעם היינו אחים על אופנוע, בכבישים העוקפים דחפנו מנוע, מי זה דופק לי עכשיו על הגב, פני ימינה ושמאלה עמוד שם בצד. פעם ישנו לילה בחוץ, בין אלפי כוכבים לחוצה ולחוץ, אהובה שלי מול שביל החלב. פעם היינו אחים עכשיו. טירירי. פעם היינו אלופי הדיבור, אין יפה מקפה, אין יפה מסיפור, לשוב לדרכים ולנסוע שנית, אצטדיונים אי שם נומים. פעם היינו אחים לנגינה, תביאו גיטרות, שירו נה 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 נה, תן לי לחן בלי פחד מלאהוב זה את זה, לולי לולי איזה זמר זה. פעם היינו אחים על אופנוע, בכבישים העוקפים דחפנו מנוע, מי זה דופק לי עכשיו על הגב, לימינה ושמאלה עמוד שם בצד. פעם ישנו לילה בחוץ, בין אלפי כוכבים לחוצה ולחוץ, אהובה שלי מול שביל החלב. פעם היינו אחים עכשיו. לחוצה ולחוץ, אהובה שלי מול שביל החלב. פעם היינו אחים עכשיו. פעם היינו אחים
ודאי עוד נהיה. בקרוב היא אומרת, נביט זה בזה, איזה זמר זה.